Moi, je l'ai vécu avec le troupeau le jour où j'ai minéralisé, du 1er janvier au 31 décembre. Moins de mortalité, moins de morbidité. D'une année à l'autre, ça a été le jour et la nuit. Donc, comme je dis aux éleveurs, vous êtes responsable de la qualité de l'eau que vous donnez à boire à vos animaux. Est-ce que vous êtes prêt à boire ce que vous donnez à vos animaux? Comment on potabilise? L'enjeu financier, ça coûte quoi? Est-ce que je récupère de l'eau de pluie parce que j'ai des centaines de mètres carrés de toiture? Comment on fait pour récupérer? Comment on fait pour stocker? On s'aperçoit que les bêtes ne boivent pas assez. Parce qu'il n'y a pas assez d'abreuvoir, parce que le débit n'est pas suffisant. Il faut que les bêtes soient bien. Il ne faut pas leur demander des efforts pour aller boire, pour aller manger, pour dormir. Il faut qu'elles gardent leur énergie pour faire du lait ou faire du gagne-croix. Bonjour Jérôme. Bonjour Laurent. Bienvenue sur ce nouvel épisode de podcast à AgriLearn. Merci, avec plaisir. On est ravis de te recevoir parce que ça fait quand même assez longtemps qu'on travaille ensemble. On a déjà réalisé ensemble 4 formations vidéo, toujours sur les thématiques, j'allais dire, de la santé et du bien-être des ruminants. Hein, on va reprendre ça ensemble. Je me rappelle la première fois où on s'est rencontrés, en fait, tu nous as appelés. On avait déjà fait des formations sur la santé animale, hein, et on s'est rencontrés, on a déjeuné ensemble à Charolles, je ne sais pas si tu te souviens. Oui, très bien. Voilà. Et la première chose qui m'a marqué, en fait, c'est ta passion pour ce domaine-là. Oui. Voilà, on voyait tout de suite à table, tu es rentré dans le sujet. Donc là, à l'époque, on discutait de faire des séries sur l'eau et puis sur les minéraux, notamment, on y reviendra. Et tout de suite, j'ai senti cette passion pour ces sujets, pour l'élevage, pour les éleveurs. Et je me suis dit, il faut qu'on bosse avec Jérôme parce que ce qui est important pour moi, c'est vraiment de réussir à transmettre cette passion. Et c'est ce qu'on a fait. Donc on travaille ensemble depuis 2019, je crois, maintenant. Mais avant de rentrer dans le détail un peu de tout ce que tu fais, de toutes les thématiques sur lesquelles tu interviens pour les éleveurs, ce que j'aimerais, c'est que tu puisses te présenter pour les gens qui ne te connaissent pas et nous raconter un peu ton parcours. Très bien. En tout cas, merci. Et depuis, tu as rappelé un peu l'histoire de notre rencontre et ça a été un vrai plaisir pour moi. C'est vrai que j'avais fait la démarche de vous appeler parce que, je vais expliquer comment j'en suis arrivé là, à plus de 50 ans, bien sûr, et plus proche des 60 aujourd'hui. Mais c'était la passion pour ce métier de l'élevage, et d'éleveur en particulier, mais pas que. Dans l'élevage, il y a d'autres métiers que j'ai exercés, j'aurai l'occasion de le préciser. Mais tout le travail qu'on a accompli sur 3 thématiques, 4 vidéos, mais 3 thématiques, l'eau, les minéraux et la géobiologie pour la dernière, moi je considère que c'est une chance pour moi de vous avoir rencontré, de pouvoir diffuser plus largement ce que je pouvais, à mon échelle, pouvoir transmettre. Voilà, donc merci à vous. Alors, je ne sais pas par où commencer, mais peut-être peut-être chronologiquement, même si après je fais des digressions, mais c'est vrai que en pensant à cette rencontre d'aujourd'hui, j'ai essayé de me remémorer le déclic. Et le déclic, en fait, c'est très jeune. Mes parents n'étaient pas agriculteurs, bien que je sois du milieu, mes grands-parents, du côté de ma maman, étaient dans l'élevage, donc j'y ai baigné plus ou moins. Et en fait, mes parents avaient, par le biais d'un héritage de mes grands-parents qui eux étaient agriculteurs, avaient un bout de terrain et voilà une maison où on allait pour les week-ends, pour les vacances, et avec une quinzaine de brebis, un oncle qui avait aussi des vaches ou des génisses comme ça l'été dans les pas. Donc dès l'âge de 10 ans, j'ai baigné là-dedans et c'est vrai que j'ai rappelé à mon père il n'y a pas très longtemps, je lui ai dit à 10 ans, tu m'as demandé de sortir un agneau qui était coincé. Ah oui. Et parce que lui avait de plus gros bras que moi. Ah oui, normalement à 10 ans. Et alors il m'a dit, toi tu vas y arriver, essaye de le sortir. Et c'est vrai qu'à l'âge de 10 ans, quand on commence à fouiller une brebis pour aller retourner un agneau et le sortir, et je pense que c'était, sur le coup on n'a pas conscience de ça, mais je crois que c'était un élément déclencheur parce que je m'y revois, près de 50 ans après, je me revois faire ce geste. Et c'était donner naissance à un agneau à cet âge-là.
Ouais, je pense que ça m'a marqué. Et ça, finalement, j'ai gardé ça dans un coin de ma tête. Mon rêve, c'était de devenir éleveur. Alors, quand on est adolescent, même jeune adulte, ça paraît compliqué si on n'a pas beaucoup d'argent et pas une ferme à reprendre. Mais j'ai quand même fait ce parcours-là. À 14 ans, je pars au lycée agricole. Et, voilà, dans un lycée agricole en Haute-Loire, à Brioude exactement. Et j'ai commencé comme ça mon parcours d'étudiant à apprendre. Donc là, c'était intéressant parce que quand on passe du mini-élevage avec 15 brebis à l'école, apprendre la zootechnie, la phytotechnie, et je me passionnais pour ces matières techniques. Ouais. Super. Avant que tu continues, est-ce que tu sais si ton père avait fait exprès Non. de te laisser la main pour te donner l'envie, ou non. si vraiment il pouvait pas? Non, il pouvait pas, c'était spontané. Hein. En plus, c'était un soir, il n'y avait pas d'arrière-pensée. Ok, il aurait pu préméditer. Et même quand je me suis installé, parce que je me suis installé des années après, bien sûr, et un jour, il m'a dit, je m'en sens responsable. Mais c'était malgré lui, c'était pas... Donc, voilà. Parce que quand on saute le pas, il s'inquiétait un peu. Quand on reprend une ferme hors cadre familial, ça crée un peu d'inquiétude dans l'entourage familial. Surtout que j'avais une situation qui était relativement confortable, vu que j'étais technicien en chambre d'agriculture. Mais d'où tout abandonné, avec des enfants en bas âge, on prenait des risques. Mais bon, j'aurai peut-être l'occasion d'y revenir. Donc voilà, en fait, lycée agricole, BTS production animale, où je me suis éclaté. C'était vraiment... Même aujourd'hui, je redis aux jeunes, si vous voulez apprendre le métier de l'élevage, mais faites un BTS production animale, vous y plongez dedans sur la technique, de toutes les productions polygastriques, monogastriques. Et moi, je me suis éclaté dans ces formations. Et quand on discute avec des gens qui ont un parcours plus ingénieur, ça leur manque ça. Et du coup, parfois, ils reviennent à l'apprentissage plus pratique, technique, pour maîtriser les techniques d'élevage. Ça s'apprend. Oui. Je dis aux jeunes étudiants, ça faut apprendre du rationnement, de l'hygiène, de l'hygiène vétérinaire, la reproduction, enfin tout s'apprend à l'école. Et on est bien plus à l'aise après, une fois qu'on est soit technicien d'élevage, soit éleveur, on est bien plus armé pour développer son activité. Oui, tout à fait. Donc, bon, voilà. Et après, bon... Après le BTS production animale, en fait, j'ai commencé de travailler rapidement dans le milieu de l'élevage. En fait, je suis dans le milieu de l'élevage avec des fois quelques parcours un peu à côté, mais pour 90% ou 95% dans l'élevage, comme technicien agricole, j'ai rapidement été embauché dans une chambre d'agriculture. Comme technicien bovin-viande, c'était un de mes premiers postes, avec un collègue qui avait 10 ans de plus que moi, donc c'était bien, parce que lui, il m'a beaucoup appris sur ce métier de conseil, parce que là, c'était comment on transmet, comment on conseille des agriculteurs. Oui, parce qu'il y a un écart entre comprendre comment ça fonctionne et transmettre. Transmettre en formation, et puis c'est encore un autre métier de conseiller. Parce que du coup, quand on arrive jeune conseiller, il faut pouvoir se permettre de dire à un agriculteur qui a finalement plus d'expérience que toi, en fait, peut-être je peux te suggérer qu'il faut faire comme ça. Mais au début, on n'est pas très à l'aise en fait. Si on a un peu d'humilité, on n'est quand même pas très à l'aise. Il vaut mieux en avoir en élevage. Oui, bon, il vaut mieux. Mais du coup, j'ai eu la chance d'avoir pour le coup un tuteur, parce que je le considère comme ça, et qui m'a bien aidé. Voilà. Mais c'est très formateur. Puis après, j'ai continué ce parcours. Bon, je suis parti à l'étranger, faire aussi ce métier à l'étranger, aussi en Nouvelle-Zélande pour repartir sur le terrain, parce que je voulais être dans des fermes. Donc j'ai fait d'une pierre deux coups. À l'époque, c'était moins courant qu'aujourd'hui, mais partir loin, être un peu plus à l'aise aussi avec l'anglais et travailler dans les fermes, donc ce que j'ai fait en Nouvelle-Zélande, avant d'avoir des contraintes familiales. Et puis après, la trentaine approchant, les projets de vie étaient plus stabilisés en France. Et j'ai été technicien en chambre d'agriculture dans la région, en Haute-Loire et Loire, pendant une petite dizaine d'années. Voilà. Avec d'autres structures, ça fait à peu près une douzaine d'années comme technicien. Avant de faire le choix de revenir à mon rêve d'enfant, qui était resté dans un coin. Et vers l'âge de 35 ans, je me suis, avec bien sûr, parce qu'on embarque tout le monde, hein, l'épouse, les enfants. Et donc, le sujet avait été sur la table, mais c'était pas mûr. Et puis là, ça s'est fait.
Donc quand tu t'es installé, tu avais 35 ans. Oui, voilà, à peu près. Ouais. Tu reprends une ferme hors cadre familial, familiale. puisque tu n'en avais pas. Voilà. Et tes enfants avaient quel âge? Ben, le plus vieux avait 6 ans, 4 Ouais. ans, et le dernier était en cours de... Voilà, donc c'est vraiment des D'accord. années... Ouais, c'est les années qui sont les plus prenantes pour les Ah, parents on touche pas, enfin, bon, comme je où dis, vous un êtes peu, installé, ouais. on touche pas terre, comme on dit. Ouais. On a plus de travail devant soi que... On est un peu débordé, mais on a beaucoup d'énergie, beaucoup Oui. de volonté, de motivation. Et ouais, donc là, ça a duré 10 ans, parce que j'ai été installé, j'ai été éleveur pendant 10 ans. Ok. C'est vrai que les 2-3 premières années sont quand même difficiles, très difficiles, Ouais. hors cadre familial, avec... voilà. Mais j'ai jamais regretté, jamais. Ouais. On ne fait pas 2 fois, parce que c'est très exigeant, Ouais. aussi bien physiquement que Bon, que sur la charge mentalement. mentale. C'est un engagement complet et total de toute sa vie. Mais de vivre cet engagement-là, c'était vraiment... c'est ce que je voulais. Et j'ai eu de la chance d'être très bien accompagné par mon entourage, bon, mon épouse, bien sûr, et même la famille, même mes parents, mon père qui venait m'aider parce qu'il avait gardé... voilà, ça lui faisait plaisir aussi de venir m'aider. Donc j'avais du soutien. Et de mes frères aussi, j'ai 3 frères. Donc Ouais. C'est important en installation hors cadre familial d'avoir du soutien, parce que tu n'es pas être seul. forcément originaire du milieu local. Non. Donc, du coup, le soutien de la famille, des amis. D'autres est éleveurs important. aussi, parce que je me suis installé en mouton, enfin en ovin. Mhm. Et du coup, localement, enfin dans le département de la Loire, j'ai tout de suite trouvé une solidarité chez les autres Ok. éleveurs, donc ils sont venus m'aider pour trouver un troupeau. Même le technicien de la Chambre d'agriculture avec qui j'avais travaillé pendant 7 ans, qui du coup ont changé de relation. Bah mais, oui, oui, oui. Voilà, c'était aussi un vrai soutien. Enfin bon, voilà, des structures, une coopérative, CUMA, voilà, tout ça fait que c'est faisable. Ouais, faut c'est donner ça. beaucoup de soi-même, mais on ne fait pas tout seul. C'est pas, voilà. Et alors, cette période-là, tu dirais que tu as tiré quel enseignement de ces 10 ans d'éleveur où tu t'es engagé à 100%? Je crois que le premier, c'est cet engagement-là, c'est la motivation. Et aujourd'hui, bien sûr, dans mon activité de formation et de conseil, quand je croise des éleveurs, surtout qui s'installent hors cadre, j'ai un regard, comment dire, bienveillant, voilà, et d'encouragement, parce que C'est ce quand que on c'est. y est passé, ouais, voilà, on sait ce que c'est. Après, chacun le vit à sa façon. Bien sûr, il n'y a pas de conseils à donner, mais de bienveillance, voilà. Et ce que j'ai appris. Vraiment, le métier d'éleveur, je voulais le faire quand j'étais jeune et c'est vraiment un métier passionnant. J'ai vraiment vécu ma passion. Ouais. C'est vraiment 10 ans pour moi exceptionnels qui ont forgé du coup le reste de ma vie professionnelle jusqu'à aujourd'hui. Je ne ferais pas ce que je fais aujourd'hui et je n'aurais pas fait ce que j'ai fait avec AgriLearn si je n'avais pas vécu ça. Okay. Si j'étais resté technicien comme je le faisais dans différentes structures, non, d'abord il m'aurait certainement manqué quelque chose, un peu de frustration au final, donc au moins j'ai une sorte d'accomplissement, voilà. Au moins pour ce côté-là professionnel. Ouais, super. Vivre ses rêves, donc c'est ça. voilà, et, oui, je peux qu'encourager les gens, quelle que soit leur activité, mais à vivre ses rêves. À rêver, au départ il faut rêver, et puis après il faut y aller. Ouais. Complètement. C'est trop génial. Ça ne peut pas rester qu'au stade du rêve. En vieillissant, on se dit, ouais, c'est cool, j'ai au moins fait ce que j'avais envie de faire. Même si c'est dur, même si des fois ça peut paraître impossible, même si certains disent, mais t'es fou, il faut bien sûr être très raisonnable, bien calculé, mais il faut avoir un petit grain qui permet de se lancer dans quelque chose qui paraît difficile. Ouais. Voilà, oui, la prise de risque est indissociable quand même de l'entrepreneuriat en général et en particulier en agriculture. Voilà. Il faut avoir les deux, c'est-à-dire à la fois il faut savoir calculer, raisonner, avoir un côté très rationnel, parce que sinon on a du mal à s'en sortir. Oui. Et à la fois, faut ce petit grain de folie que tu dis, sinon on n'y va pas, quoi. Et voilà. Mais c'est presque... Parce que du coup, j'ai arrêté et j'ai une autre activité. Mais le côté d'être indépendant, c'est-à-dire d'être à son compte aussi, je crois que j'ai gardé ça. C'est cette liberté. Là. Cette liberté. Alors,
le pendant de la liberté, c'est le risque, bien sûr, parce que autant de liberté, moins de sécurité. C'est un peu, voilà, faut trouver l'équilibre. Mais ce côté-là que j'imaginais pas en tant que salarié à l'époque, et je crois que ça... tu reviendrais pas en arrière. Non. Ben, j'ai essayé, voilà, mais non, j'ai pas pu rester très longtemps salarié, après coup. Pendant toute cette période où tu étais éleveur, j'imagine que tu t'es formé. Oui, chaque année. Ouais. Ok, tu as fait quoi comme type de formation? Enfin, est-ce que c'était, tu te formais pour répondre, pour t'ouvrir sur de nouveaux sujets, ou c'était pour répondre à des problèmes concrets que tu rencontrais en tant qu'éleveur? Alors d'abord, je profitais du fait qu'on cotise à un fonds de formation pour en profiter. Donc j'invite les éleveurs, vous cotisez. Donc, à Vivea, hein, à Vivea, voilà. Donc profitez de ça. Donc je faisais au moins, bon après avec les contraintes des annulages, parce que j'avais quand même... j'étais très occupé, mais au moins 2-3 jours de formation par an. Et des choses très pratiques, faire des autopsies sur des brebis ou des agneaux, et ça c'était la COP qui le proposait. Et même si c'est pas très agréable, c'est très formateur. Puis ça crée un lien, parce que le veto, c'était le veto conseil ça crée un lien aussi particulier entre éleveurs et vétérinaires. J'aimais bien ce lien de confiance, de chacun son métier, mais on peut aussi pas avoir le même avis que le veto. J'aimais bien ça. Et puis les formations qui m'ont le plus marqué, puis je vais le citer parce qu'il fait partie des experts d'AgriLearn, c'est avec Gilles Gromont, avec qui je crois que c'était en 2005 ou 2006, première formation sur l'aromathérapie. Et donc j'avais plutôt envie, effectivement, j'avais ça un peu à l'esprit quand on s'installe en ovin, on comprend très vite qu'il faut être très autonome. Notamment sur la santé. Parce que si on fait venir le vétérinaire à chaque fois qu'il y a une bête qui a un peu de température, un peu malade, ce qui arrive, pas tous les jours, mais presque, vu les effectifs, si on n'est pas autonome, on va vite vider son porte-monnaie. C'est ça. Voilà. Donc, alors il faut avoir des vétos au conseil, ce que j'avais, des très bons, et qui m'aidaient beaucoup. Et alors il fallait se former avec eux pour monter en compétences, puis après par téléphone, on arrivait le cas de l'autopsie, c'était ça. Et avec Gilles, du coup, c'est lui qui m'a appris en fait l'approche globale. Parce qu'il a commencé par me dire, on faisait des tours de table et chacun exposait un peu ses problématiques de pathologie dans l'élevage. Et lui, tout de suite, il m'a dit, mais c'est bien l'aromathérapie, mais est-ce que tu donnes des minéraux à tes brebis? Donc il a commencé à me parler d'immunité. C'est ça. Et j'ai fait l'expérience, effectivement, donc aujourd'hui... j'ai fait l'expérience du coup de revenir aux fondamentaux, donc l'alimentation, la couverture minérale, l'enjeu que ça a sur la santé du troupeau, pour éviter d'avoir à soigner des bêtes. C'est ça. Et pour moi, le métier d'éleveur, c'est vrai que le côté santé m'a toujours passionné, mais c'est pas pour soigner, pour maintenir des animaux en bonne santé. Et c'est vraiment Gilles Gromont qui m'a vraiment beaucoup enseigné là-dessus. Puis j'ai eu la chance... Quand j'ai arrêté l'élevage, il y avait c'était l'ADR de la Loire, une structure de développement agricole, avec qui il animait un groupe de santé. Et j'ai pu profiter il y a eu beaucoup de journées de formation et j'ai pu m'insérer dans le groupe et donc remonter en compétence avec lui. Et puis d'autres, mais j'aurai peut-être l'occasion d'y revenir. Tout à fait. Ce qui est intéressant, tu vois, c'est que ce que tu dis là, c'est-à-dire... Tu fais d'abord des formations en santé animale, c'est-à-dire pour régler le problème qu'il y a, et c'est normal, c'est une épine dans le pied, il faut l'enlever. Voilà, il faut soigner. Et après, en fait, tu prends conscience qu'il faut aller vers la prévention. Voilà. Et en fait, aujourd'hui, nous, dans les formations qu'on dispense à distance, en fait, on a la même chose, c'est-à-dire que d'abord, les éleveurs arrivent avec les formations sur l'aroma, l'homéo, la phyto, etc. Et puis après, en fait, on fait des formations sur l'eau, sur les minéraux, sur l'immunité, sur les rations, etc. On reprend les fondamentaux. Voire sur l'éthologie, parce que la relation homme-animal, etc., ça arrive aussi. Mais c'est pas, en fait, la prévention, c'est souvent pas la porte d'entrée, parce que on n'a pas conscience, en fait, que c'est la clé. Mais généralement, ça arrive assez vite. Il faut un déclic. Là, c'était Gilles, du coup, qui te l'a mis. Oui, c'était lui. Surtout que j'y allais pour les huiles essentielles. Je me disais, c'est super, je vais soigner. J'ai de la pastorellose, j'ai des assez classiques, des mammites. Bon, voilà.
Mais oui, c'est vrai. Mais c'est vrai quand on a un troupeau, quand on a des bêtes malades, il faut être en capacité de soigner. Il faut faire le pompier, quoi. Ben oui. Mais bon, après, on se dit, je vais pas faire le pompier. Puis j'avais des carences, hein. J'avais un véto-conseil qui était vraiment super, un docteur Martin de la coopérative, qui par téléphone, je lui décrivais les symptômes. Il me disait, tu as des carences en fer, tu as des carences en cuivre, Ah oui. sur des agneaux. Donc, je racontais ça à Gilles Grosmont et il me disait, mais c'est pas possible. Donc voilà, je commençais déjà aussi à prendre conscience qu'il y avait un souci. Parce qu'il y avait aussi cet a priori, une race rustique, c'était la Rava. On peut mener ça un peu à extensif. Donc, pas de complémentation. Pas de complémentation minérale. Et aujourd'hui, je croise des éleveurs qui ont le même raisonnement. Et je leur dis, j'en ai fait l'expérience. Donc, vous pouvez la faire. Mais si vous voulez vous économiser un an ou deux, et un peu moins de bêtes malades, faire l'impasse sur les minéraux, quel que soit le système, et c'est ce que dit Grosmont, qui a bourlingué partout en France, que ce soit la Normandie, le Pays Basque, ou quelle que soit la valeur de l'herbe, quelle que soit la valeur des aliments de base, hein, je ne parle pas des aliments du commerce, il y a des carences. Hein, ouais, c'est ça. Moi, je me rappelle, Gilles, avoir entendu Gilles dire, finalement, quand on parle de maladies sur les brebis ou les chèvres, tout de suite on dit, mais c'est parce que les chèvres ou les brebis, en fait, elles sont plus fragiles que les vaches. Et lui, il dit, non, mais c'est parce qu'en fait, la vache, en fait, vu que c'est souvent des hautes productrices, bah, en fait, elles sont complémentées. Donc, elles ont un statut oligo qui est bon, notamment. Et puis, bah, en fait, finalement, les brebis, bah, voilà, c'est du pâturage, ça a une image plus cool, machin, etc. Donc, on laisse couler. On laisse couler, et puis finalement, on les complémente moins, donc elles ont une immunité qui est moins bonne du fait du système de production, pas du fait de l'animal en lui-même. Tu confirmes ça? Ah oui, puis moi, je l'ai vécu avec le troupeau. Le jour où j'ai minéralisé, du 1er janvier au 31 décembre, sans compter ce que ça coûtait, parce que c'est vrai que ça coûte, mais je le gagnais sur moins de mortalité, moins de morbidité, donc moins d'agneaux malades, sur des agnelages où c'était concentré sur 6 semaines, parce que je faisais des luttes de 6 semaines, 3 agnelages en 2 ans, donc il faut qu'il y ait de la vitalité sur les agneaux qui naissent. Et vraiment, d'une année à l'autre, ça a été le jour et la nuit. Alors, et tu l'as mesuré avec des analyses? Et en plus, j'avais fait des analyses de laine, voilà, qui montraient. Donc, bien sûr, ça c'est le point de départ. Gilles Grosmont avait fait une analyse de laine, tu me l'enverras. Et puis voilà, il m'a accompagné, ce que maintenant je fais avec d'autres éleveurs. Bon, super. Mais ce sujet des minéraux, c'est incroyable parce que tu vois, quand tu regardes sur la santé humaine, finalement, on a le même sujet. Tout à fait. C'est-à-dire que si tu fais des analyses de sang chez l'être humain, il est carencé de partout. Tout à fait. À cause de son alimentation. Et donc, notamment. Du coup, il y a le même sujet sur les êtres humains. Et en fait, vu qu'on sait que tout est lié, tu as sûrement le même sujet sur les plantes. Oui, je ne connais pas les plantes. On connaît moins, mais on l'abordera peut-être avec d'autres intervenants. Et du coup, on a toute la chaîne, en fait, du sol, la plante, l'animal. Et à la fin, c'est l'être humain, à la fin, qui doit être en bonne santé. C'est ça. Et il ne faut pas oublier que du coup la couverture en minéraux, en oligo, peut-être en oméga 3, etc., des animaux, bah, en fait c'est pour la santé des animaux, mais derrière c'est pour nous. Ça joue aussi pour ce qu'on mange, tout à fait. Voilà. Et même la santé humaine, elle est aujourd'hui, quand on discute avec des soignants qui s'interrogent sur non pas faire que de la thérapeutique, mais faire du préventif, on retrouve les mêmes mécanismes, bon, sous d'autres formes. C'est l'alimentation. Oui, c'est l'huile de foin de morue que les grands-parents buvaient. Ils ne comprenaient pas pourquoi ils avalaient ça, parce que c'était apparemment pas très bon. Et puis, on sait quand même que c'est assez riche. C'est ça. Bon, super. À quel moment, du coup, tu te dis, est-ce que tu arrêtes ton métier d'éleveur pour devenir conseiller, ou est-ce que tu arrêtes parce que tu avais fait le tour? Et comment ça vient, le fait de te dire, maintenant, il faut que je transmette par la formation et le conseil, ce que j'ai emmagasiné depuis toutes ces années? Alors, du coup, je me suis installé, j'ai à peu près 35 ans et j'ai arrêté vers 45. Et c'était... c'est un métier qui est, quand on s'engage, qui est très prenant. Et du coup, sincèrement, je ne me voyais pas faire ça jusqu'à 65 ans. Ouais. Voilà, donc, je veux dire, encore 20 ans, même un métier que j'adore. On sent bien que physiquement... on n'a pas la même énergie que 10 ans avant.
Et puis dans mon entourage, des collègues éleveurs qui approchaient la soixantaine ou qui l'avaient passé, je voyais bien qu'ils étaient usés par le travail. Donc je me disais soit, puis à l'époque on en parlait avec mon épouse, soit si moi je me disais j'ai 3 garçons, si les enfants ils sont motivés, voilà, je laisserai ma place, j'irai faire autre chose. Voilà. Et bon, il s'est avéré assez rapidement que eux, grandissant et commençant leurs études, que c'est pas ce vers quoi ils s'orientaient. Et je me suis dit, si je vais arrêter du coup, si c'est pas eux, peu importe, il y a d'autres jeunes qui cherchent à s'installer. Alors j'étais pas très pressé, mais j'ai commencé à le faire savoir, et en fait ça a été plus vite que je pensais. Et voilà, donc la transmission s'est faite à un jeune qui a repris la ferme quasi en l'état. Alors qu'il s'installait en GAEC avec son père, et voilà, du village voisin. Et je ne m'étais pas trop posé la question de ce que j'allais faire après. J'avais besoin aussi de poser un peu d'une coupure, même si dans ma tête, oui, pourquoi, enfin, c'était ça, transmettre. Voilà. Mais je n'ai aucune idée du comment. Voilà. Et donc c'est là que j'ai eu un petit temps, quasi 1 an et demi, 2 ans, où je suis retourné. J'avais un copain qui avait monté une start-up, j'ai été travailler avec lui. C'est vrai. Donc c'est comme ça que j'ai fait 2 ans de salariat. Et bon, ça m'a permis de couper du coup, de faire une pause même par rapport à l'agriculture. Mais bon, rapidement c'est revenu. Parce qu'au bout d'un moment, on se dit, bon, ben, je fais quoi maintenant? Donc, c'est là que, par le biais, après, voilà, j'étais à l'écoute, je regardais ce qui se faisait. Et il y avait des conférences qui étaient organisées par l'ADEAR sur la santé animale, enfin, sur les pratiques alternatives en élevage, en culture. Puis j'y étais un soir. Et c'est là que j'ai repris contact avec le milieu agricole et que j'ai intégré ce groupe santé. Donc je me suis formé, c'est là que j'ai recroisé Gilles Grosmont. J'avais pris contact avec un autre vétérinaire, c'est Bruno Giboudot, qui est dans le Jura, pas très loin d'ici. Dans le Jura, voilà, qui est on va dire l'inventeur et le développeur de la méthode Opsalim, qui est une méthode donc d'observation des animaux pour piloter le rationnement. Et je l'ai contacté en lui exposant, je lui ai dit, ben voilà, moi je souhaite développer une activité de formation, conseil, de manière indépendante. Ça tombait bien, il venait de quitter, de se séparer avec le GIE Zone Verte, donc il cherchait à développer un pool de formateurs. Donc j'ai commencé ce cursus-là aussi avec lui. Dans le même temps, il y a un autre, par le biais des réseaux, des échanges, voilà, j'étais quand même resté, il y avait un autre veto, c'est Philippe Labre. Voilà, donc c'est toute une génération de vétérinaires, Bruno est un peu plus jeune, mais Gilles Grosmont et Philippe Labre, qui a écrit des bouquins sur l'homéopathie, sur l'aromathérapie, la phytothérapie. Sur référence. Voilà, et du coup, j'ai commencé à faire des formations avec lui, parce qu'il cherchait aussi quelqu'un pour le seconder donc il m'a formé à ça. Et voilà, et c'est comme ça que j'ai commencé à développer une activité de formation, Opsalim, phytoaroma, donc des sujets qui m'intéressaient. Alors phytoaroma, je ne l'ai pas fait très longtemps, parce qu'après Vivea a imposé que ce soit des vétos qui fassent... Voilà. Donc j'ai arrêté ça, mais j'ai développé d'autres choses. Mais la connaissance de ces sujets-là, et je pense indispensable pour la compréhension du reste. Ça fait partie des tiroirs. Voilà, on dit approche alternative. Moi, j'aime pas trop ce terme parce que c'est pas alternative. C'est l'approche que chaque éleveur peut avoir en termes de technique d'élevage, en fait, c'est ça. Alors c'est vrai que les plantes et les huiles essentielles, notamment les huiles essentielles, c'est de la thérapeutique. Donc même, j'étais pas très choqué que ça revienne à des aujourd'hui, pour moi, c'est compréhensible. Par contre, les plantes que les animaux peuvent consommer tout seuls dans un pré, ça m'intéressait. Et en prévention, oui, quand on veut faire des cures de soutien de l'immunité avec des plantes médicinales, sous forme de plantes moulues, je sais qu'il y a tout un débat national, enfin il y avait, maintenant j'y suis un peu moins, mais il y avait tout un débat sur qu'est-ce qu'on peut considérer comme de la thérapeutique avec des produits transformés, parce que les huiles essentielles c'est le cas, et puis de la nourriture en fait, des plantes moulues séchées comme du foin, qu'on pourrait utiliser de manière beaucoup plus ciblée pour soutenir la fonction métabolique, la fonction immunitaire, la vitalité. Il y a des plantes qui sont magnifiques et j'ai appris ça, oui, et j'adorais ça, c'était super. Donc aujourd'hui je le fais un peu moins, mais quand je parle d'immunité avec des éleveurs,
ben, j'évoque ça. Et puis je leur donne après les tuyaux pour aller vers des gens qui ont continué à garder ces compétences, quoi. Mais oui, j'avais un peu tous ces tiroirs. Voilà. Ok. Et comment tu arrives finalement, parce que la première fois que tu nous contactes, donc il y a la partie immunité, on voit bien que ça vient de ta rencontre avec Gilles. Mais il y a aussi tout de suite le thème de l'eau quand même. Comment tu découvres ce thème de l'eau et comment tu comprends, peut-être avant certains, parce que maintenant tout le monde dit qu'on a un problème avec l'eau. Mais si tu veux, parce que tu as publié un livre aussi aux éditions France Agricole sur cette thématique-là. Eau et santé animale. Voilà, eau et santé animale, donc en 2018 ou 2019 2020, 2021. C'est au moment du Covid, j'ai écrit. Donc, du coup, c'était assez précurseur. Comment tu as le déclic sur ce sujet-là et comment tu comprends que ça a une importance cruciale sur la santé des animaux? En fait, ce qui me chagrinait, parce que j'ai toujours eu le souci aussi, je reviens à l'autonomie. En tant qu'éleveur ovin, c'est ça, c'est un leitmotiv. Il faut être autonome le plus possible. Donc, sur tout ce qui est technique d'élevage. Et sur l'eau, de manière récurrente, chaque année, les journaux spécialisés faisaient des articles pour dire qu'il faut donner une eau de qualité. Même quand j'étais technicien, donc ça remonte à encore plus ancien, où je travaillais sur le développement après 96, la vache folle, gros développement des démarches de qualité, la charte des bonnes pratiques, donc il y a toujours eu cette question de l'eau. Il faut donner une eau de qualité, mais jamais personne, pourtant à l'époque je participais à des réunions de travail avec les GDS, c'est quoi une eau de qualité? C'était pas vraiment défini. Ouais, tout le monde est d'accord sur le fait qu'il y en faut elle est une, propre, mais parce que c'est écrit tel quel, hein, dans la charte des bonnes pratiques, peut-être que ça a évolué, mais c'était clair, propre. Bon, c'est pas l'eau peut être claire, mais contaminée. Hein. Voilà, et même propre, ça veut dire quoi? Propre, voilà, si elle est juste transparente. Et alors ça, c'était un des premiers effets. Le deuxième, c'est... ça m'arrivait quand même de côtoyer dans les formations des gens dans le milieu de la bio, voilà, voire de la biodynamie. Alors j'entendais des gens me parler de dynamisation de l'eau et que ça faisait des trucs super sur... Donc je me suis intéressé à ce sujet. J'ai d'ailleurs suivi une formation de 3 jours sur la biodynamie pour comprendre ce que c'était. Même il y avait un monsieur qui avait fait des vidéos avec vous, aide-moi, Maurice Lepage. Ah oui, voilà, tout à fait. Que j'avais rencontré, c'était une COP qui m'avait mis on avait passé une demi-journée avec lui, donc il expliquait ce qu'il faisait avec son système, sa technologie, ça revient à dynamiser l'eau, mais pour les traitements sur les plantes, l'irrigation, bon, etc., etc. Alors j'étais un peu perplexe, mais curieux. Voilà, donc vu que j'ai toujours été curieux, je voulais comprendre. Et c'est là que j'ai cherché, j'ai essayé d'accumuler le plus possible de connaissances écrites, vidéos, tout ce qu'on peut trouver sur Internet. C'est quand même génial l'Internet, c'est qu'on peut se former à distance. Et voilà. Et là, je suis tombé sur un scientifique qui m'a beaucoup appris, quasi tout appris sur la question de l'eau, c'est Marc-Henri. Le professeur Marc-Henri. Le professeur Marc-Henri. Donc ça a été vraiment génial. Et puis il était, vraiment, on peut lui reconnaître ça, il était très généreux dans la diffusion de son savoir, qui est colossal, parce que c'est quand même une sommité sur la question de l'eau, puisqu'il a travaillé avec... il a expliqué le fait homéopathique, hein. Il a écrit des livrets sur le sujet. Il avait travaillé avec Luc Montagnier, qui est prix Nobel de médecine, qui avait repris des travaux de Benveniste, donc pour expliquer le fait de la mémoire de l'eau. Donc en fait, Luc Montagnier, lui, a repris les travaux en tant que médecin, puisque c'était il est plutôt biologiste, voilà. Et Marc-Henri, a apporté ses connaissances de physicien, notamment spécialiste en physique quantique, pour expliquer par la physique quantique et faire des publications sur ce qui se passait avec l'eau, quand on dynamise, etc., etc. Donc là, oui, j'ai appris ce que c'était qu'un domaine de cohérence et pourquoi quand on dynamise l'eau, on augmente la capacité de l'eau à garder en mémoire une information. C'est quoi une information? Donc le côté ondulatoire. Mais ce n'était pas des élucubrations, contrairement à ce que certains voudraient nous faire croire, mais bien des faits scientifiques qui sont expliqués quasi depuis 100 ans, puisqu'on remonte à des choses qui ont été découvertes, des prix Nobel de physique de 1924, donc ça fait aujourd'hui.
Louis de Broglie, je crois que j'en parle dans les vidéos, qui sont les références sur la connaissance de ce qui se passe avec l'eau. Donc, en fait, ce que certains mettaient en pratique dans la biodynamie, de manière tout à fait empirique, moi j'ai découvert qu'il y avait des scientifiques qui l'expliquaient. Et donc, ça c'est intéressant parce que tu arrives par le côté empirique, vu que tu es curieux et que tu aimes bien comprendre, finalement tu passes par le côté scientifique qui te confirme en fait le fait que ça marche et comment ça marche. Et qu'on peut l'expliquer. Et qu'on peut l'expliquer. Et que c'est pas, ça permet de répondre aussi à ceux qui s'y opposent en disant c'est de la magie ou c'est de la magie ou c'est des... J'allais utiliser un terme vulgaire, enfin c'est des élucubrations. Donc, voilà. Et en fait, on peut le reposer sans forcément être scientifique, parce que bien sûr que ce n'est pas mon rôle, je suis un béotien moyen, comme disait Marc-Henri, mais au moins de pouvoir vulgariser des connaissances et dire à chacun, à ceux qui veulent l'entendre, que effectivement c'est un fait. Aujourd'hui, qu'il y ait des médecins qui signent des pétitions pour s'opposer à l'homéopathie, pour moi, c'est un non-sens, ça n'a pas de sens. Parce que les publications scientifiques existent. S'ils se disent scientifiques, ils n'ont qu'à s'y référer et ils apprendront ce qui se passe avec l'eau quand on dynamise. Voilà, mais bon, que les scientifiques entre eux se débrouillent. L'idée du livre, en fait, c'était en 2020, bon, il y a eu le fait du Covid, on était confinés. Et quand ça me trottait un peu dans la tête, parce que j'avais accumulé quand même pas mal de connaissances, alors qui ne sont pas les miennes, mais mon rôle, c'était de les vulgariser, c'est-à-dire de les mettre à la portée des éleveurs, et puis des techniciens d'élevage, des techniciens, des vétérinaires, qui s'intéressent à ces sujets. En fait, j'y suis arrivé par le côté presque le plus compliqué. Oui, c'est ça. Comme disait Marc-Henri, on commence par le gros bout, et après, le reste est facile à avaler. Donc, voilà. Et après, les formations, même les formations qu'on a retournées qu'on a confirmées, qu'on a retournées l'année dernière, sont revenues sur des choses plus pratiques qui intéressent les éleveurs, sur l'autonomie en eau, etc. Oui, il y a vraiment les deux sujets dans ce qu'on a filmé et dans ce que tu abordes. C'est effectivement comprendre ce qu'est l'eau, quel est son rôle et à quoi elle sert dans le vivant. Oui. Et puis après, il y a des choses un peu plus pratico-pratiques, c'est-à-dire, en fait, en cas de sécheresse, comment je fais en fait pour viser cette autonomie en eau. C'est-à-dire qu'il y a la qualité, mais on ne peut pas oublier la quantité. C'est-à-dire, déjà, il faut que les animaux boivent suffisamment, parce que sinon ils ne produiront pas suffisamment de lait et de viande, voire ils seront en mauvaise santé. Et il y a aussi comment en fait je la récupère, cette eau qui tombe. Comment je sais si elle est bonne à donner, si je dois la traiter, comment je la conserve pour que j'ai une autonomie sur l'année. On a filmé un éleveur assez fantastique en Haute-Loire l'année dernière, qui dans la Loire c'était. Oui. Dans les monts du Forêt. Dans les monts du Forêt où finalement il arrive quasiment à 100% d'autonomie en eau sur l'année. Et il n'a pas 3 vaches, hein, il a 60 ou 70 vaches. Donc ça veut dire que c'est possible de réussir à mettre en place un système qui est résilient par rapport au dérèglement climatique et aux problèmes de précipitation, ou d'absence de précipitation, et à la fois que cette eau-là qu'on récupère, en fait, on fait en sorte qu'elle soit d'une qualité suffisante pour la santé de nos animaux. C'est ça. Et oui, parce qu'après, voilà, j'ai commencé presque par le côté un peu où on touche aux scientifiques, voilà. Donc ça demande un effort pour comprendre, parce que et après, quand je commençais à parler de ça aux éleveurs, je sentais bien que c'était pas la porte d'entrée la plus facile. Donc je suis revenu au côté plus pratique, effectivement, comme tu viens de l'expliquer, sur et puis la question de la qualité, donc des analyses. Comment on potabilise. Donc avant de s'intéresser bien sûr au côté dynamisation, il faut déjà avoir une eau qui est potable. Qui soit potable. Voilà. Donc après on reparle des critères de potabilité. C'est quoi des critères de potabilité? Est-ce que ceux pour les humains, c'est les mêmes pour les animaux? Bon voilà, c'est tout ce sujet-là sur lequel, là aussi c'est très intéressant de découvrir ce qu'on peut apprendre, qu'il n'y a pas de norme en fait en élevage. Donc la norme de potabilité, elle est pour les humains, donc soit on l'applique aux animaux d'élevage ou pas. Donc comme je dis aux éleveurs, vous êtes responsable de la qualité de l'eau que vous donnez à boire à vos animaux. Donc est-ce que vous êtes prêt à boire ce que vous donnez à vos animaux? C'est presque la première question à se poser. Certains me disent non. La plupart du temps, ça va être non quand même. Non, ça ne va pas. Et donc
Et donc, c'est pas normal. Et pourquoi? C'est pas bon à la santé. C'est pas bon à la santé pour toi, éleveur. C'est peut-être pas bon pour tes animaux. Même si une vache, elle va pouvoir le supporter parce qu'elle a un système qui est quand même très résilient. Mais des veaux qui ont 1 mois ou 2, le risque, c'est que ça ne se passe pas bien du tout. Et puis en réalité, c'est ce qui se passe. Donc même les vétérinaires en ont bien conscience. Donc voilà, c'est tout ce sujet-là. Et dans les formations, que ce soit en présentiel ou en vidéo, qu'on a pu tourner ensemble, le sujet, c'est ça, en fait, sur la qualité de l'eau. Comment on potabilise, l'enjeu financier, ça coûte quoi? Donc il y a aussi ça. Et aujourd'hui, j'arrive à accompagner des éleveurs en appui technique, individuel, au-delà de la formation, sur monter un projet. Tendre vers l'autonomie, c'est quoi? J'ai quoi comme besoin selon les usages? J'ai quoi comme ressources? Donc réseau public ou des réseaux privés. Donc est-ce que je fais un forage? Est-ce que je capte de l'eau de source si j'en ai en zone de montagne par exemple? Ou est-ce que je récupère de l'eau de pluie parce que j'ai des centaines de mètres carrés de toiture? Comment on fait pour récupérer? Comment on fait pour stocker dans de bonnes conditions? Et puis après, effectivement, avec des analyses qui vont nous dire ce qu'il y a à enlever ou à tuer si c'est des bactéries. Comment je fais pour arriver à donner une eau qui est et puis après la distribuer, parce qu'il y a dans le bâtiment, puis on l'a vu avec l'éleveur, il faut pouvoir la distribuer dans les prés aussi. Oui, là c'était le cas, voilà. C'était très réfléchi avec, dans les monts du Forêt, et avec Christophe Meunier. Et oui, c'était intéressant, parce qu'aussi bien dans les bâtiments que dans les paddocks, puisqu'il fait du pâturage tournant. C'est ça. Et c'est où placer les abreuvoirs, donc il y a la notion de quantité, bien sûr. Et souvent, et maintenant que je fais de la géobiologie, je fais le lien entre les deux, mais souvent on s'aperçoit que les bêtes ne boivent pas assez. Parce qu'il n'y a pas assez d'abreuvoirs, parce que le débit n'est pas suffisant, et sans parler, si les abreuvoirs ne sont pas nettoyés, ça ne donne pas envie d'aller y boire. Je fais le lien avec le podcast qu'on a tourné avec Caroline Houlaine, qui est vétérinaire, sur une formation qui s'appelle Manager son troupeau de vaches laitières, où on va sur le terrain, on fait des observations justement avec 2 observations clés qui est donc la durée où la vache urine et la durée et la façon dont la vache boit. Est-ce qu'elle boit en une fois? Est-ce qu'elle s'y reprend? Est-ce qu'elle boit plus de tant de secondes d'affilée? Est-ce qu'elle s'y reprend à 3-4 fois? Est-ce qu'elle met le museau complètement dans l'abreuvoir ou pas? Et en fait, il y a plein de petits éléments comme ça, très concrets d'observation, où il faut prendre le temps avec ces animaux, et qu'on peut apprendre aux éleveurs alors en plus, on peut mettre un compteur à l'entrée du bâtiment qui va compléter le fait d'observer ce qui se passe, mais de façon collective avec le compteur, de façon individuelle avec les animaux. On peut regarder en fait si la quantité est suffisante. C'est ça. Et on a apparemment des variations de productivité chez les animaux importantes. Et c'est confirmé tout à l'heure on parlait des brebis et des chèvres. Donc là aussi il y avait des a priori et puis des choses qui sont ancrées dans les pratiques depuis des décennies. Mais aujourd'hui même l'Institut de l'élevage a beaucoup travaillé. Et aujourd'hui les chiffres sont là. C'est-à-dire qu'une brebis en période de chaleur, donc à plus de 25 degrés, avec une ration sèche, toute proportion gardée, va boire autant qu'une vache allaitante, ou une brebis laitière boira autant qu'une vache laitière. Ramené bien sûr aux quantités de matière sèche ingérées. Mais c'est clair. Et en formation, les éleveurs me disent mais les brebis elles boivent pas. Si tu leur donnes pas à boire, c'est clair qu'elles vont pas boire. Par contre, si on leur offre, et puis des bêtes qui n'ont pas eu l'habitude de boire, c'est pas souvent on me dit mais je leur mets de l'eau, elles boivent pas. Mais c'est pas le changement d'habitude se fait pas en une fois. Il va se faire en plusieurs semaines voire plusieurs mois. J'ai un copain qui est éleveur de brebis dans le Béarn et qui avait fait la formation avec moi parce que j'avais fait une formation en présentiel avec une structure au Pays Basque. Et il avait changé ces petites abreuvoirs à pipette que tout éleveur de ovins a. C'est ce que j'avais aussi. Ce que tout le monde met. Et il a mis des abreuvoirs longitudinaux. Comme on va chez eux. Et au début, il me dit, je voulais t'appeler parce qu'il avait mis de l'argent et les brebis ne venaient pas. Ils étaient installés, donc il les a laissés. Et puis il s'est rendu compte qu'au fil des mois, au fil des semaines et puis au fil des mois, notamment pour les anciennes brebis, petit à petit elles y venaient. Et qu'il n'a jamais fait de campagne laitière aussi bonne que depuis que les bêtes ont un accès à l'eau, déjà en quantité.
et en offre de place et en facilité d'abreuvement. Tu évoquais le fait de pouvoir tremper le museau, ce qui n'est pas le cas avec les pipettes là. Tout à fait. Donc là, les brebis sortent de salle de traite, elles y vont par plusieurs parce qu'il a mis des grandes longueurs. Il dit mais pourquoi bon, si je l'avais su avant, mes brebis auraient été mieux. Donc aujourd'hui, il se fait l'écho de tout ça auprès de ses collègues. Ouais, c'est ça. C'est intéressant parce que finalement, tu vois, tous ces sujets qu'on aborde, la couverture en minéraux, en oligo-éléments, la qualité et la quantité d'eau qu'on donne. Après, on va parler tout à l'heure de la géobio et de la pollution, notamment électrique, qu'il peut y avoir dans les bâtiments et dans l'eau aussi. Tout ça mis bout à bout, sans changer l'alimentation, sans augmenter le nombre d'animaux, on peut produire plus. Tout à fait. Et du coup faire des marges supplémentaires. En fait, il y a des pistes d'optimisation. Tu sais, en sport, en vélo, ils appellent ça les gains marginaux. Et c'est-à-dire, ils vont chercher tous les petits gains en plus pour la performance, en fait. Mais finalement, c'est ça qu'on fait. Bah oui. Mais à la fin, mis tout bout à bout, c'est plus marginal du tout. Ah non. Alors c'est déjà, un gain important. On a parlé des minéraux. Déjà, c'est des bêtes en bonne santé. On va parler de géobio, mais déjà des bêtes qui sont bien dans leur bâtiment. Donc le bien-être, et bon, c'est un peu un terme galvaudé, mais moi je le dis, il faut que les bêtes soient bien. Il ne faut pas leur demander des efforts pour aller boire, pour aller manger, pour dormir. Si ça leur demande un effort particulier pour faire tout ça, comment voulez-vous qu'il faut qu'elles gardent leur énergie pour faire du lait ou faire du gain de croix si c'est des bêtes à engraissement? Rien d'autre. Mettez dans des conditions optimales de bien-être. Et en alimentation, en couverture, bien sûr qu'elles puissent se défendre le mieux possible contre les pathogènes. Donc ça, c'est l'immunité, on en a parlé. Et puis pour boire, s'il faut qu'elles traversent tout un bâtiment ou tout un pré, des hectares de paddock pour aller boire, ça ne va pas bien se passer. Elles vont dépenser de l'énergie ou elles n'iront pas parce qu'elles préfèrent se reposer. C'est trop loin, elles préfèrent se reposer parce qu'il fait chaud, elles restent à l'ombre et du coup elles ne traversent pas le pré pour aller boire. Donc c'est ça. Tout à fait. Et c'est vrai que avec les épisodes de forte chaleur, c'est d'autant plus criant, quoi. Moi j'ai vu des éleveurs de vaches allaitantes en particulier où l'offre d'eau n'était pas correcte, où les abreuvoirs étaient trop éloignés des zones de repos, se tarir. Donc bien sûr. Donc là, c'est le cas extrême. Donc ça veut dire que l'impact de l'abreuvement sur la quantité de lait produite, le lait, c'est de l'eau. Donc pour faire du lait, il faut de l'eau. Il fait 87% d'eau dans le lait, enfin dans sa composition. Donc pour faire du lait, il faut de l'eau. Donc c'est clair. Et toutes les bêtes qui commencent à boire moins pour une raison ou pour une autre, commencent à baisser en production. Et tu vois, c'est marrant parce que quand tu visites par exemple un élevage de poules pondeuses, par exemple, un élevage même plein air, mais par exemple un bâtiment, 10 000 poules pondeuses, ils ont tous en fait des compteurs d'eau qui sont relevés tous les jours et la division est faite, on a tant de poules dans le bâtiment, il y a tant de quantité d'eau, chaque poule, elle boit combien chaque jour. Et on sait très bien qu'au moindre décrochement, la courbe de ponte, elle prend un coup. Tout à fait. Donc ça, on le sait, c'est le cas pour les poules pondeuses, mais en fait... Oui, ou les porcs, les monogastriques en général, on va dire le hors-sol. Le hors-sol, parce que c'est facile à contrôler, parce que tu as un bâtiment, tu as un compteur au bout, tu as un... Voilà. Mais en réalité, c'est vrai pour tous les animaux, et du coup, il faut le prendre en compte pour tous les animaux. Ouais, y compris les ruminants, y compris les petits ruminants qui ont été un peu la dernière roue du carrosse. C'est ça. Pris en considération. Mais c'est bien parce que c'est vrai que depuis 3-4 ans, aujourd'hui on a des chiffres qui permettent notamment, donc c'est l'Institut de l'élevage, mais qui permet aussi de nourrir en connaissance tous les techniciens d'élevage qui prennent conscience, parce que c'est un discours commun. Enfin, il faut que tous les gens qui interviennent, les éleveurs, mais aussi les gens qui les accompagnent, aient conscience de ça. Et ça, je pense que c'est, on va dire depuis 4-5 ans, le virage est pris. Sur les 2 formations qu'on a fait ensemble, la première, j'allais dire qu'on a fait ensemble, on a aussi des techniciens qui la suivent. La deuxième, elle est plus pratico-pratique pour les éleveurs, mais la première, il faut que les techniciens, les intervenants en élevage, entre guillemets, soient formés à ça aussi. Je voudrais revenir avant qu'on passe à la géobio, sur les minéraux et les oligos. Parce que ce qui m'avait frappé, moi, quand on avait fait la formation ensemble, donc tu t'es appuyé sur les derniers travaux de l'INRA pour faire cette formation, c'est que finalement, les
les besoins des animaux qui étaient identifiés et les apports journaliers recommandés, comme on dit, hein, finalement, pour l'immunité, ils étaient bons pour, j'allais dire, couvrir les besoins, mais en fait, ils n'étaient pas du tout suffisants si on voulait passer de la couverture du besoin à un boost immunitaire. Ouais. Est-ce que tu peux nous expliquer ça? Déjà, est-ce que tu peux nous dire peut-être les principaux oligos qui sont vraiment importants à avoir en tête dans l'immunité, et pourquoi il faut aller au-delà quasiment des recommandations, quoi. Donc oui, tu fais référence à l'INRA, on va dire le monsieur minéraux à l'INRA, c'était François Méchy, qui a publié un livre il y a une dizaine d'années, maintenant ça commence à dater, mais qui était très intéressant parce qu'il avait compilé ce que la recherche zootechnique française avait fait, donc l'INRAE, mais aussi les Américains, enfin les pays où il y a des centres, je crois que l'Afrique du Sud, peut-être les Anglais, voilà. Et il avait compilé, donc aujourd'hui la connaissance sur la couverture minérale des ruminants, on va parler des ruminants, les 3 espèces de ruminants, elle est connue. Et souvent, parce que quand je fais des formations, on fait le tour de table, et souvent la pratique c'est de faire des cures. Alors sur les oligos, voilà, donc des cures, donc à telle période on va faire une cure d'oligo, et puis le reste de l'année. Et moi je leur rappelle, et ça je l'invente pas, c'est Méchy de l'INRA qui s'est publié, je leur mets le tableau sous les yeux, les besoins sont exprimés par kilo de matière sèche ingérée. Point. Il n'y a pas d'âge, il n'y a pas de saison, il n'y a pas de stade physiologique. Ouais. Donc quel que soit le stade physiologique, quel que soit l'âge de l'animal, ses besoins en oligo-éléments sont les mêmes, du jour qu'il naît au jour où il meurt. Alors déjà, donc bien sûr qu'après, c'est proportionnel à ce qu'il mange. Donc bien sûr qu'un veau ou une vache, ce ne sera pas tout à fait les mêmes. Donc ça reste en proportion, mais c'est proportionnel aux quantités de matière sèche ingérées. Et quand on a pris conscience de ça, ça justifie le fait d'assurer une couverture minérale, non pas par cure, mais par des apports réguliers, permanents, du 1er janvier au 31 décembre, quelles que soient les catégories. Alors je vais dire qu'à minima, c'est au moins ça. Ouais. Et ça, le fait d'aller au-delà, ça c'était Gilles Grosmont qui disait effectivement, et aujourd'hui, la technologie en élevage, elle est intéressante, c'est notamment les robots de traite qui détectent avant de ce que pouvait faire le trayeur en tirant les premiers jets, mais notamment par la conductivité, il mesure tout de suite si les cellules commencent à monter. Okay. Voilà. Et Gilles Grosmont conseillait aux éleveurs qui avaient ce type d'avoir une goulotte, dire sur les vaches qui commencent un peu à monter en cellules, rebooster, donc elles ont leur couverture minérale, on va dire, de base, voilà. Et dès que ça commence, vous sentez qu'il y a le système immunitaire est mis à contribution, parce que c'est le principe de la montée en cellules, et ben rebooster en oligo. Voilà, pour l'aider, parce que peut-être qu'il y a un passage un peu difficile. Voilà. Donc c'était ça, c'est passer la vitesse. C'est ça. Donc c'est peut-être pas, parce que ça a un coût, moi je dis aux éleveurs, mais respectez déjà les normes, parce qu'on est quand même, dans beaucoup de cas, on est loin de ça. Ouais. Quand je dis les normes, les recommandations. Et quand ça commence, quand par exemple il y a un épisode, on a fait des vidéos avec AgriLearn, notamment pour les épisodes de FCO, voilà, on a fait des vidéos ouvertes où il y avait beaucoup de monde. Et donc quand il y a des épisodes comme ça de maladies épidémiques, voilà, et ben c'est à minima de couvrir, mais d'en ramener un peu plus, quoi, voilà, pour soutenir la fonction immunitaire dont on sait que à des périodes, soit des stades physiologiques, ce qui est le cas autour des mises-bas, et puis quand il y a une épidémie comme ça, de pouvoir la soutenir au-delà des recommandations. Pour le coup. Donc les oligos, ben c'est de mémoire, mais le manganèse, il y a le zinc, il y a le cuivre, il y a l'iode, il y a le sélénium, et je dois en oublier, il y en a 6, le cobalt. Voilà. Donc c'est ces 6-là où... parce que les éleveurs, ils disent on a acheté un minéral, donc ils me citent souvent les macro-éléments, calcium, phosphore, magnésium, mais ils oublient de regarder notamment la teneur, la concentration dans ces éléments-là. Et ça, c'est moi je fais souvent je compare ça à un moteur, c'est la nourriture,
c'est l'essence. Ouais. Mais s'il n'y a pas d'huile dans le moteur, il va vite serrer, quoi. C'est ça, même Donc, si l'essence, même même si le s'il y a réservoir est la plein. meilleure essence du monde, s'il n'y a pas les oligos pour faire en sorte que tout soit bien huilé, voilà. Donc il n'en faut pas beaucoup, mais si elle n'y est pas, ça Ouais. peut tenir quelques temps, mais ça ne dure pas longtemps. Ouais, Au bout d'un moment, le moteur, il serre. Mm. Voilà, donc les oligos, c'est ça. Et il y a une croyance aussi que finalement l'alimentation peut, enfin, notamment, oui. peut couvrir les besoins en totalité. Alors, peut-être au printemps avec de l'herbe Oui, encore. très riche. Mais même pas. Même pas. D'abord, la sélection fourragère s'est concentrée sur des rendements en volume, Ouais, plus ou que éventuellement sur- des valeurs alimentaires, mais pas du tout sur les teneurs en minéraux. Donc, Ok. vu que les rendements sur les espèces fourragères augmentent, par le fait, la teneur en minéraux... ça se dilue, quoi. donc après, tu faisais le lien avec ce qui se passe dans le sol, donc ça, c'est les agronomes qui pourront y répondre, mais c'est vrai, le sujet est intéressant, et de faire le lien entre la vie du sol et sa capacité à fournir aux plantes suffisamment d'oligo-éléments pour qu'elles-mêmes puissent les transmettre aux animaux. En tout cas, et depuis le temps qu'il se fait des analyses de poils, même si ce n'est pas un outil qui est contestable, qui est contesté, on ne va pas rentrer dans le débat, ce n'est pas le sujet, mais ça reste un outil et qui est utilisé depuis 30 ou 40 ans par le GIE Zone Verte, avec le pool de vétos qui y sont, donc Bruno Giboudot, avec que je côtoie régulièrement, et Gilles Grosmont de son côté. Donc ça fait quand même pas mal de vétos en France qui ont fait des analyses de poils pendant des années et des années, et où on a quand même des références pour les interpréter. Et surtout, quand on fait des analyses, une situation A, et puis après on complémente et on a le résultat. Et on voit qu'effectivement, ou ce qu'avait fait Gilles avec un éleveur de brebis laitières dans les Pyrénées, l'hiver il complémentait, donc on faisait l'analyse de poils, de laine, il montait à l'estive sans complémentation, analyse à la descente, et les analyses n'étaient pas les mêmes. Donc même si l'outil est contestable, en tout cas on avait deux photographies avec une chute colossale. Une chute quand tu étais à l'estive par rapport à l'hiver où c'était complémenté. Ouais, donc l'éleveur il se rendait bien compte, puis en plus il disait, oui en plus quand elles sont en sortie d'hiver, j'ai pas de boiterie, j'ai pas de piétin, quand elles descendent, j'ai beaucoup plus de problèmes. Donc voilà. Okay. C'était révélateur pour le coup. Donc ça, c'est bien une idée reçue de penser qu'en fait, l'alimentation qu'on donne va suffire à couvrir ces besoins. Non, puis d'une part, et puis il y a des éléments, le sélénium, quasi partout en France, les sols français sont carencés en sélénium, donc on manque de sélénium dans toutes les rations de base. C'est un problème pour les agneaux notamment. Oui, déjà il y a des pathologies qui sont liées à la carence en sélénium, et puis le sélénium rentre dans le soutien à l'immunité. Donc voilà. Le cobalt le cobalt nourrit les bactéries du rumen, donc on a plutôt les élevages deviennent de plus en plus performants et exigeants au niveau de production. Du coup, pour soutenir le travail des bactéries, il faut du cobalt au-delà de ce que peuvent apporter les plantes. Pour citer que ces deux exemples, voilà. Et puis les analyses de poils ou de laine le confirment. Le confirment. Voilà. Ok, super. Bon, c'est passionnant. Il y a un dernier sujet sur lequel tu étais venu nous voir pour faire des vidéos, c'est en attendant l'an prochain peut-être. C'est la géobiologie. Oui. Et sujet qui est pareil, qui est assez controversé parce que comme souvent il y a des amalgames, il y a une mécompréhension certainement du travail du géobiologue. Il y a certainement aussi du charlatanisme, mais comme dans tous les métiers. Donc du coup, moi, ce que j'aimerais, c'est que tu nous expliques comment tu es venu à t'intéresser à ce sujet-là, ton cheminement à toi, et puis que tu nous expliques en fait ce travail, qu'est-ce que tu fais concrètement dans une exploitation agricole quand tu interviens. Alors, c'est très intéressant. Et encore une fois, je vais citer à nouveau Gilles Grosmont, parce que c'est le premier qui m'en a parlé. Enfin, pas à moi personnellement, mais au groupe dans la Loire, où il parlait de géobio, de géobiologie. Et ça me permet de rappeler, parce qu'effectivement, elle est régulièrement et souvent taxée d'ésotérisme, d'une activité, sans parler de science, parce que ce n'est pas une science, mais que ça n'a pas lieu, quoi. Et je rappelle simplement que la France a une position très particulière sur cette activité-là,
c'est qu'on peut parler depuis les années 70 de géobiologie moderne et on la doit en France. Si en France on a des géobiologues notamment qui interviennent en élevage, qui se sont spécialisés, qui se forment, je vais avoir l'occasion d'y revenir, mais on doit un veto, un vétérinaire, Henri Quiquendon, qui était du Puy-de-Dôme, et qui est, pour les vétérinaires de la génération de Gilles Grosmont, par exemple, c'était ça a été leur, je ne sais pas si on peut dire leur maître, mais en tout cas, voilà, quelqu'un qui fait référence pour tous les vétos qui voulaient développer des pratiques un peu différentes, sortir un peu du conventionnel. Il était homéopathe, donc il a certainement été à l'origine de pas mal de vétos qui ont voulu se former à l'homéopathie ou à l'aromathérapie, à la phytothérapie. Et c'est le premier qui a parlé de géobiologie. Il a écrit un bouquin dans fin des années 70, début des années 80, c'est 12 balles pour un veto, où il parle de son métier. Et c'est le premier qui parle de géobiologie. Et en fait, il s'était, comme souvent en médecine vétérinaire, il observe ce qui se passe en médecine humaine. Et c'était des médecins, notamment dans l'Allier, un médecin à Moulins, qui se rendait compte que selon ses patients, selon le quartier d'où ils venaient, les thérapeutiques ne marchaient pas de la même façon. Donc il s'est dit, il y a un lien avec le lieu de vie. Voilà. Et donc ce qui était vrai pour les humains, Quiquendon a dû bien sûr entendre parler de ce que faisait ce médecin à Moulins. Il s'est dit, j'ai les mêmes choses en élevage. Donc ils se sont intéressés. Donc ils ont été voir en Suisse, en Allemagne, puisque à l'origine, c'est vrai que Hartmann, qui était un médecin en Allemagne, avait développé déjà des outils ou des méthodes pour comment détecter des perturbations, en fait, la question, c'est comment analyser ou comment diagnostiquer un lieu de vie qui potentiellement pourrait être perturbateur pour des humains ou pour des animaux. En fait, de manière très pratique, c'est la géobiologie, c'est ça en fait. C'est traiter un lieu de vie. Si le lieu de vie pose problème aux vivants, il faut faire un diagnostic d'où viennent ces problématiques et éventuellement comment on peut les résoudre. Donc la géobiologie, c'est ça en fait. Et Quiquendon a fait ça, et puis donc il y a des vétos qui ont poursuivi. Il y a Vautrin, une véto qui a fait une thèse de fin d'études de son doctorat de métier de véto, qui a fait une thèse sur le sujet. Voilà, la géobiologie dans les débuts des années 2000, donc j'ai plus la date en tête, mais c'était 90-2000. Voilà. Donc c'est bien des vétos pour répondre aux vétos qui pourraient dire c'est encore du charlatanisme. C'est vos propres confrères qui ont mis ça sur la table. Donc, et moi, ça m'a intéressé parce que dans l'approche globale de la santé d'un troupeau, on a vu l'alimentation, on a vu l'eau, on a vu les minéraux, et la géobio, c'était donc s'il y a des zones de vie qui sont perturbées, par quoi, comment, donc c'est là que ça m'a intéressé, et vu que je suis toujours curieux, j'ai suivi une formation, à la base c'était un géobiologue qui faisait une formation pour des éleveurs, donc je me suis incrusté, encore une fois. J'ai souvent fait ça, mais ça permet de découvrir une activité. C'est quoi la géobiologie, c'est quoi la géobiologie en élevage. Et puis après, de fil en aiguille, je me suis formé pour être moi-même géobiologue. Voilà. Donc là, c'est un parcours un peu plus compliqué, parce que tout le monde peut faire la géobiologie, mais tout le monde, de là à être professionnel, il y a un pas. Ouais, voilà. C'est comme souvent je dis c'est comme l'électricité, tout le monde fait de l'électricité, mais être électricien, tout le monde n'est pas électricien. Donc la géobiologie, aujourd'hui, c'est ça. Oui, parce que tu fais partie d'une association nationale qui est reconnue aujourd'hui. Oui, il y a donc aujourd'hui, je fais partie de la Confédération nationale de géobiologie qui réunit les géobiologues professionnels. Donc la plupart font de l'habitat, ou de l'industrie, ou du tertiaire, parce que partout où les gens vivent, il peut y avoir des problématiques. Et puis, sur à peu près 200, on va dire 180, 200 adhérents, on est une quarantaine ou une cinquantaine à être spécialisés en élevage. D'accord. Donc, il y a un gros pool dans Bretagne Pays de Loire qui ont été précurseurs, parce qu'il y a une concentration d'élevage. Et puis, c'est vrai qu'il y a une association Prosantel qui a 20-25 ans d'expérience, avec des pionniers.
Et ben, nous, en région Auvergne-Rhône-Alpes, et puis même Centre-Est, avec d'autres confrères, on est 6 aujourd'hui, on a monté une association, AgriGéoBio, et on est les petits frères de Prosantel, voilà, et l'idée d'être professionnel en fait. Hein. Donc au sein de la CNG, il y a une commission élevage dont je fais partie, et où on met en place des protocoles, on uniformise nos façons de travailler, on garantit des moyens mis en œuvre en élevage. Qu'un éleveur, quand il appelle un géobiologue qui fait partie de la CNG ou d'une association locale qui répond de la CNG sur les bonnes pratiques, le code déontologie, les protocoles d'intervention, il est des garanties de moyens. On ne peut pas garantir un résultat, mais au moins garantir des moyens. Ce qui permet de faire, ça empêche, chacun peut faire de la géobiologie, ce n'est pas la question, mais donc, je ne parlerai pas de charlatanisme, mais certains le font de manière amateur et superficielle ou pas complète. Et par exemple, ils ne prennent pas en compte tout ce qui est électrique. Alors qu'aujourd'hui, arriver dans un élevage sans faire des mesures électriques, ben non, c'est pas professionnel. Ou faire de la géobiologie à distance sans aller sur le terrain, ben non, c'est pas professionnel. Donc c'est une petite partie de la géobiologie, mais c'est pas ça. Quoi. Faut pas faire d'amalgame. Faut pas faire d'amalgame. Voilà. Et d'ailleurs, on l'a bien vu quand on est allé sur place filmer, la plupart du temps que tu passes, c'est quand même sur la partie électrique dans un élevage. On fait beaucoup de mesures, oui. Et 75%, donc il y a une étude qui avait été faite 2020-2021, à la demande d'ailleurs de parlementaires, hein, donc, parce qu'il y a des remontées, il y a eu des cas quand même qui ont fait la une des journaux, et du coup il y a des députés qui ont fait remonter ça. On va dire que le politique s'est intéressé au sujet, ce qui peut nous amener, tout à l'heure tu parlais de reconnaissance, à ce que ce métier soit reconnu, notamment c'est peut-être l'élevage qui va peut-être permettre la reconnaissance de ce métier. Et l'étude sur 700 ou 800 cas, 75%, c'est des problématiques électriques. Ouais, c'est ça. Enfin, plus le côté tellurique, le côté sol, puisqu'en fait, il y a un lieu, il y a un sous-sol, donc selon les régions, il n'est pas le même, mais quand on y met de l'électricité, ça peut plus ou moins bien se passer. Donc ça, c'est la question des mises à la terre, des défauts d'isolement, des courants parasites, où ils vont. Donc nous, notre métier, quand on discute avec des électriciens, on dit, on ne fait pas votre métier, on n'est pas électricien. Mais par contre, nous, ce qui nous intéresse, c'est de connaître le transit des courants parasites. C'est ça. Parce qu'ils y sont en élevage, vu la somme de technologies, d'équipements alimentés par de l'électricité, que ce soit des robots de traite, des salles de traite, des racleurs, on a vu, des cornadis, parce que tout ça c'est en ferraille. Donc plus tout ce qui est métallique. Donc ça crée des courants parasites de fait, et où ils vont. Donc s'ils restent dans l'enceinte de vie des animaux, oui, dans certains cas, ça pose problème. Moi, ce qui m'avait surpris, c'est la multitude d'appareils de mesure que tu as. On en a sorti, t'en as sorti de ta voiture toute la journée pour aller mesurer différentes choses. C'était vraiment très intéressant. Et ce qui m'avait surpris, pour faire aussi le lien avec l'eau, c'est que si tu as des courants de fuite qui passent dans les abreuvoirs, c'est-à-dire que tu peux avoir un petit voltage dans l'eau. C'est pas de se prendre un coup de jus, hein, mais quelque part, pourquoi la vache, pourquoi l'animal en fait va être plus sensible et va finalement moins boire si tu as un courant de fuite qui passe dans l'abreuvoir. Est-ce que tu peux expliquer ça? Alors donc ça fait le lien avec l'eau, puis ça fait partie des mesures parmi beaucoup d'autres, tu l'évoques. C'est ce qu'on appelle la différence de potentiel. C'est-à-dire que l'eau va être chargée, donc elle va avoir un potentiel électrique, et le sol, il peut avoir un potentiel électrique différent. Et différence de potentiel, la vache, quand elle fait le contact entre les deux, s'il y a une différence de potentiel, c'est le principe de l'électricité, elle va être traversée par un courant. Et donc elle va bien, on peut dire ça la pique, c'est-à-dire qu'elle subit une intensité. Voilà. Et donc la différence entre la vache et nous, ou d'autres espèces, c'est qu'on n'a pas tous la même résistance corporelle. Donc plus on est résistant, moins l'intensité, selon la formule U égale RI. Donc la tension étant égale à la résistance multipliée par l'intensité. Donc si on a une forte résistance, pour un même voltage, l'intensité sera plus faible. Et donc les vaches ont une résistance corporelle beaucoup plus faible que nous. Et du coup, elles subissent une intensité beaucoup plus élevée. Et c'est pour ça que, moi je dis, ça les pique. Quand on va faire une vache qui hésite à mettre l'observation de ce que tu évoquais avec c'est Caroline, c'est ça.
voilà, si elle hésite, si elle lappe, si elle y va pas franchement, ça, ouais. alors soit ça sent pas bon, soit l'eau est pas bonne. Oui, c'est ça. Ça peut être Et l'eau puis en dernier lieu, c'est donc on peut sentir soi-même, goûter éventuellement, c'est pour ça qu'on peut dire vas-y, bois là, ou mets-la en bouche pour voir. Et puis l'autre qui n'a pas d'odeur et qu'on ne voit pas, c'est effectivement l'électricité. Donc là, on mesure cette différence de potentiel qui peut inciter à mettre les abreuvoirs à la terre et à voir d'où ça peut venir. Et des fois, tu vois, je m'en rappelle, parce qu'on a une ferme pour simplifier l'abreuvement au pâturage. En fait, tu fous l'abreuvoir sous la clôture électrique, parce que comme ça, tu sais, un gros bac de 1000 litres, tu as la clôture électrique qui passe au-dessus, et puis finalement, comme ça, tu as des animaux dans les 2 parcs qui peuvent boire au même abreuvoir, tu t'es simplifié la vie. C'est super. Voilà, c'est Sauf bien que ça. Là, la clôture électrique, bah oui, mais c'est le côté pratique, donc moi je vais surtout pas juger ça. Non, mais je le dis parce que nous, on l'a fait. Hein. Oui, mais moi aussi. Donc je dis aux éleveurs, mais changez rien, simplement votre clôture, il y a un champ électrique, donc elle charge l'eau, donc déchargez l'eau. Juste mettez, plutôt que ce soit la vache ou les animaux, quand ils viennent boire, que ce soit eux qui fassent contact, mettez un petit fil de cuivre dans l'eau, mettez-le en terre, et c'est ce petit... Tu mets l'eau à la terre, quoi. On met l'eau à la terre. Voilà. Ou l'abreuvoir s'il est métallique, ou mais s'il est en plastique, déchargez votre eau. Ouais, c'est ça. Voilà, c'est tout simple, et maintenant chacun le fait... Puis ça se comprend, les éleveurs le comprennent rapidement. Puis on fait le test, hein. J'en ai fait un il n'y a pas très longtemps. On a fait le test, il y avait énormément d'électricité dans l'eau, qui était liée en l'occurrence à un bâtiment en bois. Donc l'éleveur pensait que le bois n'est pas conducteur et que du coup il n'y a aucun risque. Et il avait des rallonges qui passaient sur les pannes, etc. Et je lui ai dit, le bois il n'est pas conducteur mais il se charge. Et dès qu'on met les abreuvoirs collés au poteau en bois, l'eau se charge. Et c'était le cas. Parce qu'on débranchait le conducteur électrique, plus d'électricité dans l'eau. Donc il dit, mais j'en ai besoin. Rebranche, puis on va mettre un fil dans l'eau, on va le mettre en terre, on va voir si ça marche. Et on déchargeait Et c'était intéressant parce qu'on a fait ça, on faisait un diagnostic géologique sur sa ferme. On fait ça en début d'après-midi, puis on continue à travailler avec Christina, avec qui je travaille. Et il vient nous voir dans l'après-midi, il nous dit, les veaux, là, on ne les voyait pas boire. Et depuis qu'on a fait ça, qu'on a nettoyé les abreuvoirs, ils boivent. Voilà. Et ils avaient des problèmes de santé sur les veaux. Bon, espérons que ça améliore. Ah oui, je pense, oui. Parce que quand on leur a parlé de ça, tout de suite, l'éleveuse, elle a dit, mais c'est peut-être pour ça que ça ne se passe pas bien dans cette case. Depuis des semaines. Donc, c'est très bien. Quand on peut, c'est ça. Mais là, encore une fois, on voit que c'est pas une révolution à mettre en place pour avoir des effets, en fait. Ça lui a pris un quart d'heure pour faire On était là pour faire les mesures, avec, sans. Du coup, il ouvrait des grands yeux. C'était très pédagogique, pour le coup. De voir, effectivement. Et puis, tout de suite, il a fait la réparation. Et dans l'après-midi, les veaux se remettaient à boire. C'était... c'est pas toujours aussi flagrant. Oui, c'est ça. C'est très... Pour le coup, ça valorise le travail qu'on fait. C'est ça. Et les éleveurs sont ravis. Voilà. Et du coup, pour mettre en place tout ce dont on parle depuis tout à l'heure, en fait, pour moi, ce qui est important, et c'est pour ça qu'on a fondé AgriLand, c'est la connaissance. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si tu ne sais pas ce problème dont on vient de parler, si tu as la petite explication que tu nous fais, si tu ne la connais pas, tu ne peux pas te douter que le problème pourrait venir de là. C'est ça. Donc cette partie, la connaissance du vivant, des perturbations du vivant, c'est quelque chose qui est crucial pour pouvoir faire le bon diagnostic ou appeler la bonne personne pour être aidé, quoi. Exactement. C'est tout l'intérêt. C'est pour ça que j'aime bien continuer à faire des formations. Alors les vidéos avec vous, bien sûr, et puis les formations en présentiel, et aller sur le terrain pour faire de l'appui technique ou géobiologue. Maintenant, on en fait de plus en plus avec Christina. Et oui, j'aime bien ce côté-là. C'est vrai qu'on ne l'a pas dit, mais tu interviens partout en France en formation. En formation en présentiel, oui, avec les structures de développement agricole classiques, chambre d'agriculture, les ADR, les structures bio, les GAB, oui, toujours, c'est à peu près la moitié de mon temps aujourd'hui. Et puis l'autre moitié, un peu d'appui technique sur l'eau, parce que je suis sollicité plutôt localement, là, il y a des territoires qui sont en difficulté pour approvisionner les éleveurs en eau, donc on fait du collectif et de l'individuel pour monter des dossiers.
Et puis la géobiologie, c'est le dernier métier que j'ai appris. Donc depuis 3-4 ans, où là, donc là je travaille, on est deux, je travaille avec Christina, qui est dans les vidéos aussi. Et on est de plus en plus sollicité, alors dans la région, mais ça nous arrive d'aller un peu plus loin. Ouais. Eh bien, je remercie pour ces échanges. Pour conclure, par rapport à cette thématique de la formation, on voit bien que c'est important. Toi, tu t'es formé toute ta vie quand tu étais éleveur, puis tu continues à te former. Oui. Bon, moi, j'en ai pas parlé, mais c'est la même chose. Je me forme en continu tout le temps. Et souvent, un des critères qui est relevé par les éleveurs, qui empêche la formation, c'est le manque de temps. Qu'est-ce que tu pourrais dire aux éleveurs qui nous disent, en fait, on manque de temps pour se former? Alors, c'est une très bonne question. Et bon, pour avoir été éleveur, je sais qu'on manque de temps. C'est pas une vue d'esprit. C'est pas une vue d'esprit. C'est jamais le bon moment, il y a toujours quelque chose d'autre à faire. Mais moi, personnellement, je m'obligeais. Parce que ça demande un effort pour y aller. Mais quand on revient, on se dit c'est très enrichissant en fait. Ouais. Bien sûr que ça demande un effort pour aller se former, surtout en présentiel. Il faut bloquer une journée, éventuellement avoir le service de remplacement, enfin bon, ou faire son travail avant d'y aller. Donc oui, c'est très contraignant, c'est clair. Mais vraiment, moi dans mes pratiques d'éleveur, ça m'a sauvé, c'est clair. Ouais. J'aurais jamais monté en compétence et en maîtrise technique sur l'élevage si j'avais pas été me former. Et l'avantage aujourd'hui, c'est qu'on peut se former à distance, ce qui n'était pas le cas quand j'étais éleveur. Donc merci à AgriLearn qui propose des formations en ligne. Et aujourd'hui, je croise des éleveurs qui se forment en ligne et grâce à AgriLearn. Et du coup, ils n'ont pas la contrainte de partir le matin, de faire le travail avant de partir et de partir toute la journée. C'est accessible dans leur temps quand ils veulent, entre midi et 2 ou le soir. Voilà. Et puis ça ne dure pas, on ne fait pas ça tous les jours. Donc si c'est 3, 4 jours, 5 jours par an de formation, moi je me fixais 3 journées. Voilà. Et 3 journées sur 365, c'est relativement peu. Et quand on voit le gain que ça amène en termes de compétences et de maîtrise, d'échange aussi, avec le formateur, l'animateur des stages et d'autres éleveurs, parce qu'on apprend aussi des autres, même moi, qui suis pourtant le formateur en présentiel. J'aime bien les tours de table où chacun donne son expérience et j'apprends avec eux. Et donc, oui, on apprend tout le temps. Donc finalement, si je résume, tu dis qu'il faut se fixer un objectif, voilà, de se former. C'est un peu, il faut être discipliné, c'est-à-dire qu'il faut s'obliger. Oui. Une fois qu'on s'est fixé l'objectif, il faut se dire, oui, il faut que je m'y oblige. Et puis, finalement, c'est un investissement, c'est-à-dire que le temps que tu vas y passer, en fait, à terme, il sera rentabilisé largement parce que ça va t'apporter par la connaissance et par les échanges avec le formateur ou entre pairs. Clairement. Et c'est intéressant ce que tu dis là parce que tu vois, tu as fait un BTS production animale, donc on peut dire que finalement en termes techniques, c'est bon, après on peut faire toujours un peu plus, mais bon, c'est quand même un bac plus, donc c'est pas mal. Tu as été 10 ans conseiller, et malgré le fait d'avoir un bac plus 2 en élevage et d'avoir été 10 ans conseiller, tu dis, dans mon métier d'éleveur, je n'y serais pas arrivé si je n'avais pas continué à me former. Tu vois, c'est quand même important, c'est-à-dire que moi, si je peux me permettre de rajouter ça, c'est de se dire, en fait, ne pensez pas que la formation s'arrête à l'école. L'école, c'est comme les fondations d'une maison. Ça ne fait pas une maison. Non. Voilà. Donc, on pose des bases à l'école, ok. Et après, il y a la vraie vie. Et c'est dans la vraie vie qu'il faut se former parce que c'est là qu'on progresse le plus. Si je peux rajouter, oui. Et même après le BTS, j'avais repris des études pour passer un master. Donc, tu vois, je ne l'avais pas précisé. Mais donc, tu avais quand même un master, voilà. 10 ans d'expérience. Et malgré ça, il fallait continuer à se former. Oui, et aujourd'hui, avec l'exemple de la géobiologie, c'est encore plus criant pour moi. C'est-à-dire que c'est un métier qui est en plein développement, et avec d'autres confrères, mais on se forme tous les 6 mois, on se refait une journée ou deux à plusieurs, avec des experts sur l'électricité, avec des électriciens industriels, enfin avec ce qui nous manque, parce qu'on sent que dans le développement de notre métier, on a besoin de monter en compétences.
Et le jour où on pense tout savoir, je vais presque dire tout s'arrête. Oui, Donc, c'est ça. donc oui, en fait, c'est ça. Et sur l'élevage, c'est pas une question de diplôme ou de ce qu'on a pu faire avant. C'est que d'abord les choses évoluent. Ouais. Quand on voit l'agriculture et l'élevage en particulier, l'évolution qu'il y a eu depuis 40 ans, enfin voilà, depuis que je suis sorti à peu près de l'école, à 35-40 ans, mais c'est colossal. Donc ça demande à chaque fois de continuer à monter en compétences. Et puis aujourd'hui, on découvre d'autres activités. On vient de parler de la géobio. L'eau, il y a 30 ans, on ne parlait pas de ces sujets-là. Ouais, tout à fait. C'était donc, il faut bien aller chercher de la connaissance ailleurs. Ouais, tout à fait. On n'a pas parlé du microbiote intestinal, mais Alors un autre grand c'est sujet. encore un autre grand sujet oui. qu'il faudra explorer, parce qu'on on sait maintenant sur la santé humaine que ça, c'est une importance cruciale, et c'est certainement le cas aussi dans le sol et dans la panse de... On a parlé de Gilles Grosmont, ça a été, là aussi, lui aussi a fait partie des pionniers qui ont compris ce qui se passait dans l'humain et qui ont fait ce travail sur les animaux, et puis sur toutes les espèces, hein, polygastriques, monogastriques. Et oui, donc... c'est infini. C'est infini. La connaissance est infinie sur tous les sujets. Et c'est ce qui fait le sel aussi. Hein. Ouais. Donc, formez-vous. Si vous voulez retrouver toutes les formations vidéo de Jérôme et le lien vers son site, allez cliquer dans la description de cette vidéo. Merci beaucoup Jérôme. Merci à toi. Et puis à très bientôt. Avec plaisir.